Même s'il a exercé les plus hautes fonctions, il a gardé son humanité, sa simplicité, sa proximité. L'attention à l'autre, c'est ce qui le guide. Le bien commun, c'est ce qui l'anime. Citoyen du monde, décrypteur des grandes tendances sociétales, il cherche à réconcilier hauteur de vue et pragmatisme du terrain. Un homme passionné, un acteur engagé au service de la paix, un leader pour faire société. Et puis, j'ai envie de dire, un nouvel ami pour DPA, forcément. Jean-Pierre Raffarin, merci encore une fois d'applaudir notre invité d'honneur qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Jean-Pierre, ma première question, elle va être en lien avec cette thématique du dilemme identitaire et puis faire société. Décryptage dans ton point de vue en cette matinée de samedi. Ouais, ça commence fort. Okay. D'après ce que j'ai compris, j'ai bien fait d'éviter la pièce d'hier soir. Ça me fait plaisir. Non? Ah, donc partagez. Ah, bon. Donc, je suis très heureux d'être ici. Ça commençait bien. Je suis tombé, dès que je suis arrivé, sur un ancien ministre exceptionnel d'un gouvernement exceptionnel. Gilles de Robien. Alors non, franchement, je dis l'accueil, ils font tout, là, ils sont DPA, c'est pas rien. Hein. Et donc, j'étais très heureux de le retrouver. Voilà, c'est ça, c'est parfait. Vous voyez, donc... T'as entendu un chef d'équipe exceptionnel. Les duettistes, il y en a beaucoup. Bon, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici et je trouve que pour une gouvernance humaine, c'est vraiment le sujet qu'il faut qu'on laboure, qu'on jardine un maximum, parce qu'on voit bien que les algorithmes arrivent. Et que la gouvernance humaine et les algorithmes, il va falloir qu'on trouve le moyen de faire conjuguer tout ça. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel il faut pouvoir travailler. Donc faire société, bon, sujet immense, comment rassembler une communauté, quelle qu'elle soit. Bon, donc question du leadership, question de la participation, grand sujet à tout point de vue. Je pense que ce qui est très important de mon point de vue pour faire société, c'est au fond savoir d'où on va et où on vient. Je pense qu'on ne fait pas société s'il n'y a pas ce que les Américains appellent « big picture », la vision. Il n'y a pas de chef sans vision, il n'y a pas de projet sans vision. Donc forcément, faire société, c'est forcément une perspective, un chemin, une destination. Et puis, au fond, quand on a cette destination-là, comment on peut l'atteindre? Et faire société, c'est quelles sont les règles qui vont faire en sorte que le groupe va vivre ensemble et que le groupe ne va pas s'éclater, se diviser et ne va pas être dévoré par les individualistes, les égoïsmes et tout ça. Donc, savoir où on va est la règle pour y aller, la destination et le chemin. Pour moi, d'ailleurs, un vrai leader est une personnalité qui incarne une force motrice qui rend cohérente un chemin et une destination. J'ai une destination, mais il faut naturellement que mon chemin et le chemin que je vous propose soient cohérents avec la destination. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit bien que la question majeure, un ancien président de la République disait « l'ennemi, c'est la finance ». Non, l'ennemi, c'est la violence. Pourquoi? Parce que c'est la violence qui remet en cause la règle, le chemin. C'est qu'il y a un moment, il y a une explosion, il n'y a plus société. L'adversaire de la société, c'est la violence. L'ami de la société, c'est le droit, c'est la règle, c'est le pacte, c'est le vivre ensemble. Et donc, on voit bien aujourd'hui que dans nos sociétés, la violence est partout présente, elle se développe de manière préoccupante. On a encore vu ce qui frappe le Japon aujourd'hui. Et donc, dans notre actualité quotidiennement, on voit bien qu'à un moment ou un autre, pour s'exprimer, l'individu ne va pas chercher les règles du vivre ensemble, mais l'individu va chercher la brutalité, la différence, la cicatrice, la rupture, ce qui crée l'antisociété. Donc, en un mot, je pense que faire société, c'est être pèlerin. Et le pèlerin, c'est celui qui marche, qui marche, qui marche. Et que chaque pas est dur, mais il le fait parce que dans chaque pas, il y a sa destination. Il sait pourquoi il marche, il a du sens. Et donc, il va quelque part. La destination sans le chemin, ça n'a pas de sens parce que c'est inaccessible. Le chemin sans destination, ça n'a pas de direction. Et donc, faire société, c'est être pèlerin en résumé. Ça nous va bien. Être pèlerin,
Je pense à mon amie Kathleen qui est sur les chemins de Compostelle. Et c'est ce à quoi tu faisais référence, Jean-Pierre. Tu as parlé de la vision, tu as parlé du sens. C'est vrai que ça nous interpelle. Tu es devant un parterre de dirigeants d'entreprise, de DRH. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, embarquer le groupe, embarquer des talents individuels, des individualités dans un objectif commun, pour une réussite commune, c'est de plus en plus compliqué. On l'a vu dans nos travaux tout au long de la journée d'hier. Chacun veut affirmer son identité, un peu comme c'est Philippe Gabilly qui disait ça hier. Avant tout, je suis moi et bon, le groupe, on verra après. Ça interpelle. Oui, mais je suis moi. Si je suis moi immobile, ça n'a pas grand intérêt et pas grand sens. Je suis moi d'où je viens, où je vais. Donc mon identité, certes, mon identité, mon ADN, ma culture, mes racines, tout ça, oui, je suis moi, mais je suis moi en mouvement. Je ne suis pas moi immobile. Je suis moi dans une perspective, dans une ambition, dans un sens. Pourquoi je suis sur cette terre? On va tout chercher, tout ça. À qui je donne? Comment j'existe? Bon, j'existe parce que je donne, j'existe parce que je fais un certain nombre de choses, j'existe parce que je vais laisser, comme disait Malraux, ma cicatrice sur la terre. Donc l'identité statique est dangereuse. L'identité mobile cherche les cohérences, cherche les possibilités, essaie de mettre en ordre les moyens pour avoir un certain nombre de fins. Donc je pense que ce qui est aujourd'hui vraiment très important pour tous les leaders, c'est de pouvoir chercher, quand on a bien le sens, la direction, la destination, de bien chercher ce que la communauté, ce que le groupe peut avoir en commun. C'est-à-dire ce qui pourrait être un consensus minimal. Vous voyez, aujourd'hui, la situation internationale, pour être très concret, elle est extrêmement terrible. Il n'y a pas une bonne nouvelle. Quand vous regardez tous les paramètres, on y va direct, hein, au pire conflit qu'on puisse avoir. On y va direct partout. Et donc, on pourra... Comment est-ce qu'on peut arrêter tout ça? On ne peut arrêter tout ça, pour moi, que si on va chercher des éléments de consensus, des éléments qui font que les gens peuvent chercher un chemin commun. Ils vont créer du lien, quelque part. Et qui vont créer du lien, qui vont créer une ambition partagée. Si on regarde bien l'histoire de la gouvernance mondiale, pourquoi on a fait la paix, comment on a organisé le multilatéralisme, l'ONU et tout ça, on l'a organisé avec la volonté de ne plus jamais faire la guerre. Et puis, on l'a bâti sur ce qu'on a appelé le consensus de Washington, c'est-à-dire soyons performants. Mais le consensus de Washington, il n'était pas porté par les sociétés civiles. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'émergence des sociétés civiles. Ce qui compte, c'est qu'on ne confie plus aux dirigeants maintenant le soin de tout faire. On remet en cause systématiquement et les sociétés civiles doivent participer. Il y a quand même une chose positive dans ce monde qui éclate aux yeux pourtant pour ceux qui sont parmi toutes les divisions, c'est ce consensus, notamment parmi les jeunes, mais pas seulement, sur la planète. Ce que moi j'appelle la planétisation. La nouvelle mondialisation, c'est la planétisation. Les jeunes de Shanghai, les jeunes de Bangalore, les jeunes de San Francisco, les jeunes de Chasseneuil-du-Poitou, ils vont dans la rue manifester, non pas pour défendre leur nombre de profs, non pas pour défendre des locaux meilleurs et tout ça, ils vont manifester pour qu'on défende la planète. Et pour eux, défendre la planète, c'est sauver l'humanité. On voulait tant qu'il y ait une humanisation de la mondialisation. Là, il y a quelque chose, il y a un élan, il y a une flamme. Un jeune qui va dans la rue manifester pour défendre la planète, il y a un petit bout d'humanisme là. Il faut l'arroser cette fleur là, parce qu'elle est quand même importante. Et donc, c'est ce bout de consensus qu'il faut essayer de chercher. Et donc, aujourd'hui, faire société dans une entreprise, faire société dans une structure quelle qu'elle soit, et au niveau de la planète, c'est de chercher ce qu'il peut y avoir de commun dans une population pour qu'elle ait envie de faire du chemin ensemble, de grandir, de faire du chemin ensemble. Et de mon point de vue, aujourd'hui, sur la gouvernance mondiale, la planétisation des consciences, c'est-à-dire dépasser nos frontières, dépasser nos égoïsmes, nous sommes tous menacés par la même chose, qu'on soit chinois ou américain, on s'entend sur rien aujourd'hui, néanmoins, on est quand même menacés l'un par l'autre et l'autre par l'un. Et donc on est dans cette situation où pour échapper, il faut chercher quelque chose de plus grand que nous. Et finalement, la planétisation, c'est quelque chose qui peut peut-être nous faire grandir. Donc tout ça pour dire qu'il faut aller chercher dans un groupe ce que le groupe peut avoir d'envie, d'appétit pour faire quelque chose. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Extraordinaire, on a fait la même école. Et Jean-Pierre,
tu es un formidable fan de Johnny Hallyday et tu chantais Avenue de la République. Ah non, mais t'as commencé, c'est toi le soir tard. Le soir tard. Avenue de la République, au 79, il y a eu des moments mémorables sur Johnny. Jean-Pierre, on voit la nécessité d'avoir une compatibilité entre le chemin et la destination, ce que tu évoquais tout à l'heure. C'est le leader qui doit rendre ça possible, qui doit faciliter ça. Où on en est des leaders aujourd'hui? Tu commençais à l'évoquer. Alors, bon, je crois qu'on voit bien que le leadership, c'est quelque chose de nécessaire aux sociétés. On voit bien que l'Europe, elle est plutôt en déficit de leadership. Peut-être que la Russie est en excès de leadership. On voit bien que la question est quand même toujours posée à peu près partout. Et nous, on voit bien dans l'élection présidentielle qu'on ne manque pas de leaders. Mélenchon, dans son genre, c'est un bon leader. Marine Le Pen, dans le sien aussi. Macron également. Nous, le problème, c'est que nos leaders, ils ne partagent pas beaucoup le leadership. Ils gardent un peu pour eux. Ils le voient de façon solitaire. Un peu autocentré. Ce que Mitterrand disait de De Gaulle, l'exercice solitaire du pouvoir, l'exercice solitaire du leadership. Donc le leadership solitaire, c'est quelque chose qui est assez fragile. Donc tout ça pour dire que le leadership, c'est une force, mais cette force, elle peut être au service du bien, au service du mal. Le leadership n'est pas une valeur. Le leadership, c'est un processus qui vous permet d'incarner une force motrice, mais vous la mettez au service de quoi, cette force? Et donc vous pouvez la mettre au service d'une big picture vertueuse, autrement vous pouvez la mettre au service, il y a des grands bandits qui sont des grands leaders. Donc le leadership, il faut le regarder avec naturellement ses vertus. Le fait d'incarner, c'est une vertu formidable pour gouverner, parce qu'on donne de la réalité, on donne du concret à nos idées. Donc l'incarnation, c'est quelque chose d'essentiel. Savoir incarner, ça veut dire souvent savoir parler. Tu parles d'école, je suis assez surpris, je suis prof à l'ESCP toujours, et je suis surpris de voir des gamins talentueux, qui ont fait des prépas, qui ont une culture, qui sont ça, et qui, dès qu'on leur demande de faire un discours, oui, je voudrais m'exprimer, mais je ne sais pas comment, c'est difficile de parler après monsieur un tel. Non, un plan, des citations, des trucs, tout ça, ça s'apprend. Et on est dans cette situation où beaucoup de jeunes aujourd'hui ne savent pas incarner. Et si vous incarnez pas, vous ne faites pas une gouvernance humaine. Il y a un moment où l'algorithme il incarnera à votre place. Donc il faut chercher donc, dans le leadership aujourd'hui, je pense, à une éducation du leadership. D'abord une éducation morale, mettre le leadership au service d'une cause, d'une vertu, et puis surtout voir ce que peut être le leadership, ses forces. L'incarnation est une force. La capacité de concentrer à un moment ou à un autre une complexité dans une personne humaine. C'est la personne qui peut le faire, ça. Elle fera toujours mieux que l'algorithme. De concentrer des différences. Regardez un maire, il va rassembler autour de lui, à Amiens ou ailleurs, des gens très différents. Très différents. Le jour où le maire s'en va, les gens se battent. Parce que le maire incarnait des différences. Ils étaient tous en relation avec le maire de manière épanouie, mais ensemble, ils ne sont pas forcément épanouis. Et vous avez des vrais rivaux qui sont dans le même système. Le maire, il fait vivre ensemble il fédère une sorte d'ensemble. Il fait vivre ensemble des gens qui sont quelquefois différents. Donc cette incarnation, c'est aussi une complexité. C'est ça la complexité humaine. Et c'est très important. Donc le leadership, on voit que pour la communication, c'est une concentration intéressante. Pour la complexité, c'est quelque chose de très, très important. Et au fond, ça donne une puissance à l'action et souvent à la pensée. Mais évidemment, il y a toute une sorte de dérive, toute une sorte de manipulation, dont l'exercice du pouvoir solitaire du pouvoir est une première dérive, mais il y en a beaucoup d'autres, et notamment il y a la dérive qui conduit quelquefois l'autocrate à devenir systématiquement dictateur, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus dans l'exercice solitaire, et puis il y a ce manichéisme qui est quand même un adversaire de l'humanisme, c'est qu'on fait à un moment ou à un autre, on fait un clan, le bien et le mal, tu
tu incarnes le mal, j'incarne le bien, et donc et je fais une équipe qu'avec les miens, je fais une équipe. Donc il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes sur le leadership. Il y a des forces, il y a des faiblesses, et il faut pouvoir aussi discerner. Et puis, naturellement, il faut pouvoir aujourd'hui construire un leadership qui soit un leadership adapté au temps. Donc ouvert à la société civile. Une vraie question, là, qui est un débat, mais je sais que ça provoque des débats assez terribles. Tout à l'heure, il y aura des échanges. Existe-t-il un leadership féminin? Moi, je dis oui. Beaucoup de gens disent non. Moi, je dis oui. Je connais Angela Merkel, je connais Nicolas Sarkozy, ils ne gouvernent pas pareil. Ils ne construisent pas les équipes selon les mêmes principes. Ils n'ont pas les mêmes tout à fait aspirations. La puissance de l'idéologie par rapport au pragmatisme, la puissance des équipes, la compétence par rapport à la proximité. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me semblent être assez différentes. Même si je connais des femmes qui ont un leadership assez masculin, du type Ségolène Royal, et je connais, c'est-à-dire avec les mêmes défauts que les hommes, et je connais aussi des hommes qui peuvent avoir des leaderships féminins. Donc, mais tout ça sont des questions, parce que ce qui veut dire que le leadership, on incarne, mais comme on incarne, c'est un peu des autres qui entrent en nous, et donc quelles sont les forces aujourd'hui que représentent les autres? Et on voit bien que moi je suis un fanatique de la société civile, parce que je crois qu'il y a comme ça qu'on va pouvoir sauver un peu la démocratie. On voit bien aujourd'hui que nos démocraties sont très fragilisées. Gilets jaunes chez nous, Capitole chez les autres. On voit bien que les régimes autoritaires se développent partout et que dans notre monde, la démocratie apparaît comme un peu épuisée. Donc il va falloir quand même renouveler tout ça, donc ouvrir les questions de leadership sur notamment ce qui est le plus vivant, c'est vraiment la société civile. Juste une petite histoire pour vous réveiller, si vous en aviez besoin. J'ai eu l'occasion de découvrir ce qu'était vraiment la société civile. Quand j'étais jeune président de la région Poitou-Charentes, nous avions en Charente-Maritime le bonheur d'accueillir, tu connais ça Gilles, sur un territoire, une entreprise américaine qui venait créer 400 emplois. Vous imaginez la fête pour l'inauguration. Nous sommes tous rassemblés là, et le maire prend la parole pour dire combien il est content et combien il remercie ses services municipaux d'avoir mis les VRD, d'avoir mis toutes les conditions techniques pour que dans sa zone industrielle, cette entreprise américaine puisse venir s'accueillir. Merci beaucoup à tous mes employés municipaux, parce que vraiment, on a mis un accueil à la hauteur formidable. Sur ce, le président du département est arrivé pour dire « Grâce à notre agence économique, nous avons identifié un prospect intéressant, nous avons su bâtir un dossier, et quand d'autres s'embourbent dans la technocratie, dans la bureaucratie, nous sommes efficaces. » Le président de région est arrivé et expliquant que grâce à la politique de formation de la région, là-bas au Texas, ils ont su que Poitou-Charentes, c'était quand même la région dans laquelle il fallait aller et pour laquelle il fallait traverser l'Atlantique. Et comme c'était fait, et qu'on avait un ministre de l'Intérieur qui était tout près, qui était Philippe Marchand, qui était élu de Saintes, on avait invité le ministre. Grâce à nos ambassadeurs, grâce à notre diplomatie internationale, on est attractif. Et regardez, ils ont traversé l'Atlantique pour venir en Europe, en France, dans la région Poitou-Charentes, en Charente-Maritime, dans la bonne ville de Rochefort, sur cette zone industrielle. Et donc, tout ça, c'était formidable. Et donc, on allait, après tout ça, prendre le pinot d'honneur que nous avons naturellement. Et on s'avance pour aller au buffet après ces beaux discours, quand le chef d'entreprise lève la main et dit « Est-ce que je pourrais vous dire merci ?» Bon. Alors, il prend la parole. Et alors, dans un français impeccable, ce patron d'une entreprise américaine dit « Si vous saviez le bonheur qu'est le mien de créer 400 emplois dans ma ville natale. » Donc, depuis ce jour-là, j'ai appris qu'il fallait compter avec la société civile. Un peu d'humilité. Jean-Pierre, tu disais tout à l'heure, en parlant de leader, de leadership, il y a cet exercice solitaire du pouvoir. Tu disais qu'il y en a qui viraient autocrates. Avant de parler de la France, parlons de la Chine et de sa conception de l'identité, l'unité, enfin l'individu versus le collectif. Il y a eu un discours de Xi Jinping à Hong Kong récemment. L'amoureux de la Chine que tu es, analyse. Alors, bon, la Chine, elle évolue mal. Ils sont en train de prendre une mauvaise direction. C'est extraordinairement préoccupant. Et c'est d'autant plus préoccupant que c'est en train de devenir
l'articulation stratégique de notre gouvernance mondiale, puisqu'on est en train de construire rapidement un G2, ce qui est la fin du multilatéralisme, c'est-à-dire un rapport de force. Vous voyez que pendant que les Américains mobilisent les Européens, mobilisent tout le monde, les Chinois mobilisent les BRICS, et que vous aviez les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui ont tous trinqué à la fin de l'Occident récemment, à la demande de Poutine. Donc on voit bien qu'on est en train d'articuler le monde. Les Américains font tous pour qu'on ait comme cause principale d'être anti-Chine. Et les Chinois se mobilisent pour ne pas être tout seuls. Et ils s'affrontent. Et on a un dossier de Taïwan qui est sans doute un sujet très, très important. Et donc, dans cette situation-là, la Chine est en train de se refermer. On va voir ce qui va se passer pour le Congrès et Xi Jinping. Mais il y a, sur la stratégie zéro Covid, il y a vraiment un clivage maintenant dans le parti. Et donc les gens s'interrogent sur ce jusqu'au boutisme. Voilà, donc il y a vraiment des questions. Donc ça peut mal tourner. Alors, mais ce n'est pas pour ça que la civilisation chinoise est une civilisation secondaire. Et c'est une civilisation extraordinairement puissante qu'il faut essayer de comprendre. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que autant on a été préparé, en tout cas ma génération, à vivre avec les États-Unis. Je me souviens de Jean-Jacques Servan-Schreiber, l'Express avec le défi américain. On nous expliquait un peu tout ce qui allait nous arriver. Les autoroutes de l'information qui précédaient Internet nous ont préparé un peu à tout ça. Je trouve qu'on ne nous prépare pas du tout à la culture chinoise qui va arriver avec. On ne vend pas des produits sans passer de la culture. Et cette culture chinoise, elle est fondamentalement différente de la nôtre. Et en effet, parmi les grandes différences, il y a cette idée que le groupe est supérieur à l'individu, alors que nous, la valeur, c'est la personne. C'est-à-dire qu'au cœur même de nos sociétés, on a une divergence de valeurs fondamentales. Donc, chez nous, dire que la société prime l'individu. La société prime l'individu, mais le groupe, la famille prime l'individu, prime sur l'individu. Et donc, et on a beaucoup de sujets qui sont des sujets très différents. Nous sommes dans une culture de la création. Le monde a été créé, soit par un dieu, soit par un Big Bang. Chacun trouve son explication. Mais il y a eu un point zéro. Et on se déroule un peu de manière, je dirais, linéaire. Le temps est linéaire. Chez eux, il n'y a pas de point zéro. Nous sommes dans une société de création, eux, ils sont dans une société de transformation. Tout se transforme. Et d'ailleurs, la vertu du politique, ce n'est pas de créer une nouvelle société. La vertu de la politique, c'est de transformer, de s'adapter en permanence à quelque chose qui est circulaire. On a été chien, on sera homme, on sera je ne sais quoi, on ne meurt jamais, tout est circulaire. Donc il n'y a pas de point zéro. Par exemple, cette histoire de transmission aussi. Le jour où vous signez un contrat, pour vous, le contrat, c'est le point zéro. Dès que vous avez un désaccord, vous revenez au contrat. Pour eux, le contrat, ce n'est pas du tout un point zéro. Changer le contrat le lendemain de la signature, ce n'est pas un problème. Et si vous prenez votre partenaire comme déloyal parce qu'il a demandé à changer de point, vous faites une erreur d'interprétation, même si, comme ils sont malicieux, ils sont capables d'utiliser leurs éléments culturels pour essayer de vendre leur truc, parce que c'est un peuple de commerçants, c'est un peuple malicieux. Ils l'ouvrent. Alors, parmi tous ces sujets, il y a un sujet qui est très important, qui est en effet l'unité. Je vous raconte une petite anecdote. La première rencontre Xi Jinping-Hollande. J'assistais à cette rencontre et Hollande arrive à Pékin et dit « Je suis très heureux, très fier d'être le président d'un peuple ami de la Chine depuis De Gaulle, etc. » Bon. Et le président Xi Jinping l'arrête tout de suite et lui dit « Ah, je suis très heureux que vous commenciez par l'amitié. C'est un sujet très important pour nous. Qu'est-ce que l'amitié pour vous, monsieur le président ?» Alors là, mon Hollande prend ses pagaies, va chercher Saint-Exupéry, il faut regarder ensemble dans la même direction, il faut s'adapter tous ensemble pour faire face à nos défis communs, etc. Donc, oui, très, très, très intéressant, votre vision de Xi Jinping. La nôtre, c'est assez simple. L'amitié, c'est respecter la priorité de l'autre. Et vous, monsieur le président, la priorité chez vous, c'est quoi? La priorité chez nous, c'est s'adapter aux défis numériques, aux défis écologiques, ça, il part. Tout ça. Nous, la priorité, c'est simple. C'est trois mots. Unité de la Chine. L'unité de la Chine, c'est notre priorité. Donc, les amis de la Chine sont ceux qui respectent l'unité de la Chine. L'unité de la Chine, c'est une valeur. Et dans l'unité de la Chine, vous avez Hong Kong, Taïwan, les Ouïghours, et le Tibet. Donc là, vous avez les 4 dossiers compliqués qui sont dans l'unité de la Chine. Si vous respectez ça, on est amis. Si vous ne respectez pas ça, mais ce qui est quand même très intéressant, c'est que pour eux, en Chine, l'unité est une valeur absolue. Chez nous, ce n'est pas le cas. Nous, on fait l'unité
pour le conseil municipal d'Avignon, pour le club de foot de Marseille. On fait l'unité pour quelque chose. On fait l'unité pour être fort. Mais eux, l'unité, c'est une valeur absolue. Si on ne respecte pas l'unité, on est coupable. Je me souviens qu'en Poitou-Charentes, j'avais créé avec Michel Crépeau à l'époque, on avait fait une campagne de publicité pour la ville de La Rochelle. On est La Rochelle, la rebelle. En France, dans notre culture et cette histoire, être rebelle, c'est être créatif, être rebelle, c'est bien. C'est presque être distingué. Oui, c'est une qualité. Oui, ce petit jeune, il a du talent, regardez, il est rebelle. Bon. Mais chez eux, le rebelle est le coupable. Donc, l'unité, c'est un point très, très important. Tu veux dire, je te coupe, c'est qu'on va presque, pardon de ce verbe, on va presque mutiler la personne pour le bien du groupe. Ah, mais sans aucun problème. Sans aucun problème. Et le pire, c'est que le groupe est souvent d'accord, y compris quelquefois même dans les familles. Le groupe accepte cette loi. Le groupe, il accepte. D'une manière générale, là, les choses sont en train, à mon avis, de changer, parce que l'affaire du Covid, la stratégie zéro, divise le parti. Le parti, c'est quand même 90 millions de personnes. Hein. Donc, il y a plus de membres du Parti communiste chinois que de Français. Hein. Donc, quand on parle de ça, il y a peut-être plus de communistes chez nous que chez eux, d'ailleurs. Mais enfin, bon, c'est... Jean-Claude Mailly se dit, oui, s'il y avait 90 millions d'adhérents, Jean-Claude, ça serait pas mal aussi. Bon, donc, on est dans cette situation où, pour le groupe, ils sont prêts à faire un certain nombre de choses. Mais à condition que le groupe progresse. Jusqu'à maintenant, la Chine sortait beaucoup de gens, des millions de gens, de la pauvreté. Donc les gens étaient gagnants dans ce deal. Ce n'est pas qu'ils aiment leur pouvoir. Chirac, destination tout à l'heure. Ils avaient une destination. Je vais sortir de la pauvreté. Chirac me disait toujours, fais attention avec eux, hein, parce qu'ils sont aussi intelligents que nous, ils travaillent beaucoup plus et ils sont 1,4 milliard. Donc on les a devant nous pour un certain temps. Mais ils comprennent bien la situation. Ils sont aussi intelligents que nous. Mais ils ont d'autres formes de règles. Et donc, c'est sûr que quand le groupe avance, ils acceptent le dirigeant. Même ils tolèrent la corruption, ils tolèrent tout ça. Ils savent que le type n'est pas parfait. L'essentiel, c'est qu'ils sortent. Là, avec le Covid, ce qui s'est passé à Shanghai, ils ont reculé. Et là, la démarche collective, ils ne sont plus les gagnants collectivement. Et donc là, il y a des tensions. Donc ça peut mal tourner, cette affaire, parce que je pense qu'il y a des divisions dans le parti. Donc 90 millions de gens, ça veut dire quand même que dans le parti, il faut voir que l'école du parti, c'est l'ENA. Le préfet chez eux, c'est le secrétaire du parti régional ou de la ville. Donc, notamment tous les jeunes qui sont des gens très doués, hein, leurs écoles, c'est pas rien. Hein, ils bossent beaucoup. Dans les écoles, le samedi, c'est cours facultatif. 100% d'une classe va à l'école le samedi. C'est supposé faire rattraper la semaine, enfin, revisiter la semaine. En fait, ils y sont tous. Hein. Donc, ils sont à haut niveau. Mais tous ces jeunes-là, aujourd'hui, ils ont en grande partie été formés aux États-Unis. Ils ont en grande partie eu de l'occasion de voyager. Et ils ne sont pas très favorables à cette fermeture. Hein. Donc, on voit les dégâts que ça a fait à Shanghai. L'adversaire de Xi Jinping, la dernière fois, qui s'appelait Bo Xilai, qui était le maire de Chongqing. Vous savez cette histoire, sa femme est un espion anglais, enfin, il y avait toute une histoire, où ils l'ont écarté comme ça. Mais Bo Xilai, quand son procès a été déclenché, dans le comité central, l'armée a voté contre. C'est-à-dire qu'il y a des oppositions quand même. L'armée ne soutenait pas Xi Jinping au départ. Donc vous voyez quand même, c'est pas Ben Ali, hein, c'est la dictature d'un parti. Mais un parti qui a 90 millions de personnes, donc des influences, des régions, des trucs, c'est quand même assez compliqué. Et ça, pour le moment, ça ne tourne pas très bien. Et c'est justement ce qui peut nous inquiéter, c'est que pour eux, à ce moment-là, la personne humaine est assez secondaire par rapport au groupe. Et donc, s'ils estiment qu'à un moment, il faut la répression, ils n'hésitent pas sur la répression. Tu parles de dictature d'un parti. Revenons plus près de nous à l'Europe. Ukraine, on parle de destination, on parle d'intention. Ton analyse de cette situation-là, avec Poutine d'un côté, avec l'Ukraine de l'autre, et puis avec le prisme de ce que tu promeus avec cette ONG que tu as créée, Leader pour la paix, Jean-Pierre. Moi, je pense que cette crise, elle est horrible, évidemment, pour le peuple ukrainien. Et donc, elle exige qu'on soit derrière le peuple ukrainien et qu'on accuse vraiment l'agression et l'invasion russe. Mais ça, c'est
la solidarité universaliste. Mais moi, je pense aussi en Européens, nous sommes des victimes de cette crise. Nous sommes victimes de cette crise. Pourquoi? Parce que notre projet européen est aujourd'hui paralysé. Tant qu'on n'a pas la sécurité à l'est de l'Europe, nous n'avons pas de projet européen très crédible. Quand les Suédois, quand les Baltes, quand les Polonais ont la peur au ventre, ils ne pensent qu'à leur sécurité. Et l'objectif européen devient secondaire. Et ce qui est mécanique et qui doit nous faire réfléchir, c'est que plus on a peur en Europe, plus on appelle les Américains. Les peuples qui ont peur appellent les Américains pour leur protection. L'Europe n'est pas crédible pour protéger un peuple aujourd'hui face à une éventuelle agression russe. Toute notre frontière Est a peur de la guerre avec la Russie. Et donc, plutôt que d'avoir une défense européenne qui va mettre beaucoup de temps, ils veulent tout de suite l'OTAN au plus près. Vous voyez comment on réagit. Quand on parlait de finlandisation, ce n'était pas rien la finlandisation. C'était une forme de neutralité parce qu'on était à la charnière. Quand la Finlande appelle l'OTAN, c'est qu'elle a vraiment peur de la guerre. Et donc, vous avez un peuple européen qui a peur, qui appelle les États-Unis, et vous avez une stratégie européenne qui est d'avoir un projet européen qui exigerait qu'on fasse des efforts considérables pour avoir une défense européenne. Et donc là, on est paralysé. Cette guerre tue notre perspective européenne, en tout cas pour le moment. Et ça, c'est quelque chose de... C'est pas la question du peuple ukrainien, mais c'est une question pour nous majeure. Et j'ajouterai que j'étais avec Leader pour la paix, avec Guterres, on a une conférence annuelle à l'ONU tous les ans. C'était à New York la semaine dernière. Voilà. Et il nous disait que pour lui, il n'avait jamais vu que cette situation-là, on est vraiment en train de bâtir le G2, c'est-à-dire une gouvernance mondiale, Chine, États-Unis, en tension toutes les deux. Chacun rassemblant son camp, mais plus de pôles possibles d'équilibre. Dans cette guerre en Ukraine, il y a 3 pôles qui sont fragilisés à la fois, dans une seule guerre. Il y a le pôle russe, qui était quand même, grâce à cette deuxième armée du monde et cette première force nucléaire, qui était un pôle qui comptait dans le monde. Le pôle européen, pour lequel tout le monde espérait que ce soit une troisième force, et le pôle africain, qui était un continent d'Afrique, qui risque d'être par la famine aujourd'hui, qui risque d'être lui aussi extrêmement fragilisé. Donc on a une réduction terrible au sein des puissances mondiales aujourd'hui pour une avancée terrible du G2. Donc dans cette guerre d'Ukraine, on voit bien qu'il y a là, pour nous, une nécessité d'un cessez-le-feu. Pour le peuple ukrainien, d'accord, c'est la priorité des priorités, ne l'oublions jamais. Mais pour nous aussi, et pour l'équilibre mondial, le cessez-le-feu est très important. C'est pour ça que la déclaration de Boris Johnson, franchement, la seule bonne nouvelle de la semaine dernière, c'était le départ de Johnson. Il faut dire qu'à chaque fois que la France fait une bêtise, comme le sac du palais d'été, comme la guerre de l'opium, c'est à cause des Anglais. Non, c'est pas de notre faute. C'est comme ça. Stade de France, hein, Jean-Pierre. Ils nous conduisent toujours dans la mauvaise direction. Bon. Mais quand vous voyez que Boris Johnson dit à Macron qu'il n'est pas urgent de négocier aujourd'hui le cessez-le-feu, comme s'il y avait des forces qui avaient intérêt à ce que cette guerre dure. Des forces qui vendent des armes, des forces qui vendent du blé, des forces qui vendent du gaz, des forces qui... Et plus il y a menace de guerre, et plus on appelle cette force, dont les États-Unis, dont le porte-parole était Boris Johnson. Donc, dans cette affaire, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit très vigilant sur ce qui se passe mondialement, au-delà de la seule question ukrainienne. Donc, vraiment, le cessez-le-feu dans cette affaire est pour nous très important. Et je ne vois pas, parce que on est dans une mécanique, vous savez, il ne faut pas avoir d'illusions. Aujourd'hui, la France est sans doute l'un des pays européen qui a le plus de distance avec les États-Unis. Ce sont nos alliés, pas de problème. Et la doctrine, puis De Gaulle et quelques autres, c'est alliés, mais pas alignés. Mais s'il y avait une menace sur Paris, vous verriez que le pays appellerait lui aussi la protection américaine. C'est parce qu'aujourd'hui, on ne croit pas une guerre crédible en France. Les Allemands, j'ai vu à Berlin, ils sont quand même... il y a toute une partie ils sont redevenus assez pro-américains. Donc notre projet européen... Quand les Européens pensent que leur avenir, c'est la protection par une autre puissance, c'est quand même un problème qu'il nous faudra traiter. Donc cette affaire d'Ukraine, ce n'est pas simplement une affaire géographique, ce n'est pas que le Donbass, c'est le Donbass, c'est ce peuple ukrainien qui est écrasé, la culture, mais c'est au fond la gouvernance du monde. C'est pour ça que ce dossier est quand même très très difficile. Quand vous pensez, et là
C'est peut-être parce qu'on raisonne trop souvent en disant que nous sommes l'Ouest. Nous ne sommes pas l'Ouest seulement, nous sommes les démocraties. Et dans l'Ouest, on ne pense qu'à notre propre histoire coloniale et autres. Mais quand on parle démocratie, on a le Japon avec nous, on a la Corée du Sud avec nous, on a des démocraties en Asie. Donc moi, je préfère parler du camp des démocraties plutôt que du camp de l'Ouest. Et on voit bien qu'il s'est passé quelque chose que dans notre stratégie de sanctions, on peut discuter, mais en même temps, on en voit bien l'intérêt. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'étape avant la guerre. Donc ce qu'on a cherché avec les sanctions, c'est d'avoir une étape d'opposition, de durcissement qui ne soit pas la guerre. Mais ces sanctions, on a déjà mis Poutine dans les bras de Xi Jinping. Kissinger, Brzezinski disaient tous qu'il ne faut pas mettre dans le même pot les intérêts de la Russie et les intérêts de la Chine. Et là, on est en train de mettre en plus les intérêts de l'Inde. L'Inde et la Chine sont en forte divergence, mais l'Inde est très dépendante pour sa sécurité de la Russie. Donc l'Inde est avec la Russie. Et donc, dans les BRICS, vous avez aujourd'hui l'Inde, la Russie et la Chine qui sont solidaires sur cette guerre. Donc, vous voyez ce que ça représente dans la démographie du monde, l'ensemble de cette situation. Et donc là, il faut vraiment qu'on soit attentif, parce que dans cette affaire d'Ukraine, ce n'est pas une affaire locale de l'Est de l'Europe seulement. C'est une affaire globale, et on voit des alliances qui sont en train de se passer, où nous serons assez vite dans un camp qui sera le camp faible, excepté si on a un appel aux armes les plus destructrices. Parce que notre seule force, à la fin du compte, c'est d'avoir les armes les plus destructrices. Ce qui n'est quand même pas une perspective heureuse. De montrer les muscles. Jean-Pierre, on va revenir en France. On était avec Jérôme Chartier hier, il parlait de la promesse commune. La thématique de ton intervention, c'est faire société. Tu parlais de cesser le feu. Là, les hostilités sont plutôt ouvertes. Comment tu vois les choses entre ces sujets politiques, ces sujets sociétaux on va où là? Tu parlais de sens et de destination tout à l'heure. Moi, je prends le cap. L'adversaire, c'est la violence. Et la solution, c'est la politique. La politique, la règle du vivre ensemble. Et aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que quand la violence avance, c'est que la politique recule. Donc on a un échec politique. Il faut le regarder en face. On a un échec politique parce que la seule façon d'éviter que la rue se batte, c'est qu'il y a des lieux de délibération et de lieux de discussion qui soient des lieux où s'expriment les conflits et où peuvent s'arbitrer des conflits et où existent les oppositions. L'Assemblée nationale. Et donc, moi je pense qu'il y a trois champs. Il y a le politique, le social et le territorial. Et je pense que ces trois espaces-là sont aujourd'hui asséchés, pauvres. Je pense que premièrement, sur la politique, notre Parlement est très affaibli. Il se redresse un peu, mais au fond par le choix des citoyens plus que par les choix de la volonté politique. C'est une bonne chose qui vient de se passer? Ce n'est pas une mauvaise chose. D'abord, la démocratie, il faut l'accepter comme elle est. Donc, elle est comme ça, c'est pas une... Mais franchement, moi, je ne considère pas... Vous mettez Chirac dans cette assemblée, il a une majorité. Hein. Mais vous mettez les centres et la droite, il fait une majorité. Aujourd'hui, d'autres configurations donnent une majorité. Donc là, c'est les circonstances qui font qu'il n'y a pas de majorité. Mais elle est accessible. Je pense qu'elle est accessible, la majorité. Donc, je pense on fera société au cas par cas, là, c'est ce que tu veux dire ? Je pense que là, il faut réformer. Le quinquennat a affaibli complètement le député. Le député n'a pas de légitimité propre. Sa légitimité, c'est la marque présidentielle. Et donc, ce qui est terrible, quand on a fait le quinquennat, c'est qu'on a mis le député une sorte de filialisation du président. Et donc, c'est le même débat, ce n'est pas un débat spécifique. Il faut que l'Assemblée ait sa légitimité à elle, qui ne soit pas celle du président. Éventuellement, les gens choisissent si elle est avec le président ou contre le président, mais c'est une légitimité spécifique. Les gaullistes, qui, quand ils parlaient de peuple et d'institutions, étaient quand même assez avisés, ils avaient construit, sachant bien que notre peuple est à la fois souverainiste, il veut un chef, il veut un patron, mais en même temps régicide, il veut lui couper la tête régulièrement, et si possible la tête de la reine avec... Bon. Et donc ils avaient inventé un truc formidable, c'est le président qui est le monarque, et on lui mettait un airbag à côté qui était le Premier ministre, mais qu'en même temps celui auquel on coupe la tête quand ça ne va pas.
Et donc on garde le monarque et on vire le Premier ministre. On a un système qui est très bien. Et donc le Premier ministre, il a cette dialectique avec l'Assemblée. Mais le président, c'était 7 ans, et l'Assemblée, c'était 5 ans. Donc, ce n'était pas le même rendez-vous électoral. Et maintenant, c'est le même rendez-vous. Donc, moi, je crois qu'il y a 2 solutions. Soit on fait, comme aux États-Unis, des midterms, et moi, ce serait ma solution préférée. Ça pose un petit problème parce qu'on supprimerait le droit de dissolution. Donc, mais moi, je serais prêt, dans une démocratie vivante, à supprimer le droit de dissolution et d'avoir au mi-terme, donc un mandat de 5 ans, mais qui commence à la moitié de mandat. D'abord, ça obligerait, dans une société très accélérée, ça oblige le président à agir très vite. Et regardez bien, ce qui n'est pas fait dans les 3 premières années du quinquennat, en général, n'est pas fait. Hein. Quand la retraite a passé la troisième année, ce sera terminé, ce n'est pas le genre de dossier que vous sortez 6 mois. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il vaut mieux qu'il y ait de la violence au Parlement que dans la rue. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait de la délibération, du conflit. Moi, dans les Gilets jaunes, je me promenais à l'avenue Franklin Roosevelt à Paris avec mon épouse. Je vois 2000 personnes, enfin 2-3 000 personnes qui marchent. Et je vois 2 énergumènes qui mettent du feu au jour et qui jettent dans une agence de la BNP, je crois, qui mettent le feu à l'agence. Ça, des énergumènes en fin de manif, j'en ai vu un certain nombre, donc qu'à moitié surpris. Mais ce qui m'a complètement surpris, c'est quand les flammes sont sorties, les 2 ou 3 000 personnes qui applaudissaient. C'est-à-dire, la violence est légitime. C'est comme les jeunes Corses qui disent ce qu'on n'obtient pas par la politique, on va l'obtenir par la violence. Donc, il faut empêcher, dans une société qui veut défendre la démocratie, qu'on cherche à doubler la politique par la violence. Et donc, il faut que la politique elle-même s'expose au conflit, aille au conflit. Donc, en politique, il y a des choses à changer. Et je pense qu'il faut changer. L'autre solution, si on ne faisait pas le midterm, c'est de mettre le mandat de député à 4 ans. Et donc, de responsabiliser vraiment ça, tu déconnectes en termes de timing. Je pense qu'il faut faire ça pour la politique, il faut faire ça pour le territoire. Et donc, ça, je pense que notre décentralisation, à laquelle je crois beaucoup, était vraiment quelque chose aujourd'hui qui ne fonctionne pas. On est dans des situations absolument absurdes. On confie aux régions tous les moyens économiques pour soutenir les entreprises, mais ils n'ont pas la gestion de l'emploi. Et donc Pôle emploi reste national quand tout le reste est... Donc d'un côté, l'État n'a pas les moyens pour impliquer des politiques, et de l'autre côté, celui qui met les moyens pour la politique, il est indifférent au chômage d'une certaine manière. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer dans la décentralisation. On pourrait en parler longtemps. Moi, je pense que là, moi, j'ai des idées assez précises sur le changement pour essayer de sortir de cette complexité impuissante dans laquelle on est. Et puis il y a la sociale, mais il y a dans la salle plus compétent que moi sur les questions, mais j'ai été frappé de nos expériences ensemble. Jean-Claude, hein. Je pense que c'est Sarkozy qui au fond a détérioré un peu le système, à mon avis, quand il fait la conférentielle, quand il met tout le monde ensemble. Au fond, mettre tout le monde ensemble, ça se termine par un discours du président de la République, et puis ce n'est pas un vrai dialogue. On est dialogue quand on discute d'organisation à organisation, quand on a des stratégies, l'organisation, et qu'on a une discussion approfondie, pas en mettant tout le monde ensemble avec des préoccupations différentes, tout ça, forcément le temps empêche des discussions approfondies, et finalement, on en arrive à faire une concertation qui n'est pas approfondie. Le dialogue social y revient. Sans doute qu'il y a peut-être une réforme des syndicats à faire, parce qu'il y a des jours où il y a des organisations syndicales qui parfois ont plus de permanents que d'adhérents, mais enfin, il faudra trouver... Jean-Claude disait hier qu'il y avait trop de syndicats. Ouais. Jean-Pierre, on va laisser la parole à nos amis. J'ai peut-être une dernière question. Tu as été champion universitaire en athlétisme, je ne sais plus si c'était du 110 mètres, c'était quoi 250 mètres cadets. Voilà. Pour un politique aujourd'hui, c'est du marathon, c'est du sprint? C'est de la gravité quand même. Hein. Je pense que moi, j'ai toujours fait du sport avec sérieux, mais avec joie, avec bonheur et camaraderie, avec des trucs quand même assez sympathiques. Là, aujourd'hui, il y a une forme de gravité quand même dont il faut avoir conscience quand même, parce que les incompréhensions que nous voyons, il faut quand même mesurer que il y a un principe en équitation, dont je ne suis pas un champion, mais que je connais un peu, c'est que quand le cheval trébuche, c'est le cavalier qui est responsable. Donc le politique, il est chargé d'apaiser. Il est là, c'est l'ADN anti-violence. Quand il participe à la violence, quand il s'égare dans les propos, quand il produit lui-même de la brutalité. Et vous voyez, la violence interne, la violence et la guerre sont sœurs jumelles. Hein, c'est la destruction de l'autre. Donc une société qui devient de plus en plus violente est une société qui acceptera la guerre.
Hein, donc il faut vraiment... et donc il y a beaucoup de choses à faire, c'est pour ça que je m'engage là-dedans, parce qu'il y a des écoles de guerre, il n'y a pas d'école de paix. Et pourtant la paix, ça ne tombe pas du ciel, ça s'apprend. Essayer de respecter l'autre, comprendre l'autre, essayer de... Et puis savoir que de toute façon, des conflits, c'est normal, des intérêts différents, c'est normal, mais il faut des lieux où tout ça s'arbitre, se confond et s'arbitre. Leader pour la paix. Je vous invite à aller voir ce que fait Jean-Pierre. Jean-Pierre Raffarin, notre invité d'honneur. Qui veut poser une question? Peut-être Jean-Claude, je ne sais pas si tu as envie de... Oui, Jean-Claude Mailly. Et puis j'aimerais bien aussi que Gilles puisse intervenir sur ces sujets-là. Jean-Claude. Merci. D'abord, je veux souligner devant tout le monde que je garde un très bon souvenir de nos contacts quand vous étiez Premier ministre, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y avait un respect et une confiance réciproque, et qu'on se parlait avec franchise. C'est souvent ce qui manque aujourd'hui. Par expérience, vous avez insisté à juste titre, selon moi, sur, moi j'appelais ça les blessures de la démocratie aujourd'hui, et donc blessures qu'il faut essayer de cicatriser. D'accord avec vous sur la remise en cause du quinquennat, hein, on a 5 ans sans respiration démocratique au plan politique, ça c'est le premier élément. Sur le plan social, là aussi, il manque, selon moi, je ne parle pas que des 5 dernières années obligatoirement, manque aussi de respect et de confiance entre les uns et les autres. Je suis moins critique que vous sur les conférences Sarkozy, tout simplement parce qu'elles étaient bien préparées. La conférence, c'est la fin, c'est la scénarisation en fait. Mais elles étaient préparées très étroitement avec un orfèvre en la matière qui s'appelait Raymond Soubi, hein, qui mettait de l'huile dans tous les rouages. Mais moi, je pense aujourd'hui que, alors y compris les syndicats, je le disais hier, selon moi, il y en a trop, hein, il y en aurait 3, ce serait largement suffisant pour pouvoir discuter sérieusement. Mais il faut aussi que dans la démocratie sociale, on respecte certaines structures ou on rétablisse certaines structures. Par exemple, il y a un lieu que j'ai toujours trouvé essentiel, qui a été recréé, mais qui aujourd'hui ne fait pas ce qu'il devrait faire, c'est le commissariat au plan, qui est un lieu de démocratie à froid où on peut débattre de tout sans être sous les feux de l'actualité. Et donc ça suppose ça, ce qu'on appelle la démocratie sociale, qui est à la fois du respect et pas de volonté d'empiéter sur les responsabilités des uns et des autres, qu'il n'y ait pas de confusion. Et c'est comme ça aussi qu'on retrouvera, je pense, le long terme. Je suis complètement d'accord, notamment sur le long terme. C'est incroyable de voir qu'on a plus de... Parce qu'il y avait le plan, et sur le plan de territoire, le parallèle, c'était la DATAR. La DATAR qui était quand même le lieu. Moi, je me souviens, jeune président de région, j'aurais pas raté un rendez-vous à la DATAR pour... l'aménagement du territoire et l'action régionale. Hein. Voilà. Et c'est assez marrant parce que c'est Dominique de Villepin, pourtant gaulliste, qui va rattacher la DATAR à l'agriculture. Ce qui était lui enlever et son interministériel et sa capacité de programmation. Et ça, on les élus, tu te souviens, Gilles, on avait des cartes, on avait des études, on sortait plus fort avec eux. Et donc ils nous aidaient à grandir, ils nous aidaient à nous former, sans nous encadrer de trop, quoi. C'était pas directif, c'était vraiment un lieu ouvert, comme était le commissariat au plan. Et donc, je pense que ça, c'est le moyen terme. Edgar Morin, quand l'immédiat dévore, l'esprit dérive. Ça pourrait être une raffarinade. Hein. Mais c'est une morinade. Mais je pense que ça, c'est très important. Et puis c'est vrai qu'il faut ce respect, parce que ça va avec la responsabilité. Il faut que quand il y ait des désordres, il faut que les corps intermédiaires soient aussi un peu responsables. Et donc, mais il n'y a pas de responsabilité sans respect. Et donc, quand on ne respecte pas les élus, ils se tirent, ils les mettent tout sur le dos de l'État. S'il n'y a pas des chaînes, je pense que toutes ces articulations dans la société, elles ont besoin de respect pour se sentir responsables. Mais vous voyez, un bras, vous évitez la fracture parce que vous avez une articulation là et une articulation là. Mais dans notre société, aujourd'hui, on bloque le territoire, on bloque un peu le social. Enfin, on n'a plus de ça. Donc, il n'y a que le président de la République qui est responsable de tout. Et donc finalement, on est dans une situation un peu de blocage, et puis le blocage sur une personne, ça conduit à des amalgames et ça conduit à des excès. Et donc... Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour à toutes et à tous. Alors, vous dites que la solution elle serait politique, et ça m'a amené à me poser une question, parce que ces dernières années, par exemple, j'ai eu la chance ou l'opportunité d'avoir été
détecté par l'ambassade des États-Unis en France qui repérait les jeunes leaders. J'étais persuadé qu'en fait la solution était plutôt économique, vu que la plupart des jeunes leaders aujourd'hui que je connais sont distants, voire méfiants de la politique. Qu'est-ce que vous suggérez pour inclure ou détecter justement ces jeunes leaders talentueux qui sont nombreux, mais qui sont souvent loin de la politique et qui pensent aujourd'hui que ce n'est pas la solution, que c'est une solution secondaire? Question très douloureuse pour moi, parce que pour la première fois de ma vie, en 50 ans de vie politique, à titre de responsabilité humaine, j'ai conseillé à 2 talents de ne pas être candidat aux législatives qui voulaient l'être. L'un était avocat, il a créé son cabinet en 5 ans, il est aujourd'hui 15 associés, il a 3 enfants, une famille équilibrée, il a un salaire satisfaisant, il aime son métier, tout ça. Il va aller en politique. Sa famille, il y a peu de familles qui résistent à la politique, hein, si on regarde bien les choses. Sa famille peut être fragilisée. Et on va lui reprocher toute sa vie sa feuille de paye pendant les 5 dernières années. Sans compter les clients pour lesquels il a travaillé, qu'il faudra expliquer un jour à un autre pourquoi il a travaillé avec un tel. Ça, tiens, franchement, si vous aimez la personne, si vous pensez à... si vous ne travaillez que pour... Si vous êtes DRH de la politique, vous l'attirez. Enfin, si c'est quelqu'un avec qui vous avez des relations personnelles et responsables, vous dites, écoute, j'en ai un autre qui était journaliste de haut niveau, un gros salaire à la télévision et tout ça, qui veut y aller, j'ai à peu près la même chose. Je dis, pourquoi tu veux faire de la politique? J'aimerais bien être un peu ministre, j'aimerais bien participer au gouvernement de mon pays, défendre des idées que je tiens, etc. Et je dis, oui, mais aujourd'hui, c'est pas parce que tu vas être député que tu vas être ministre. Tu es député parce que tu es dans le clan, tu es dans le team du président. Le problème d'une carrière politique aujourd'hui, c'est pas tous les échelons. Moi, je suis devenu ministre parce que j'étais président de région, parce que j'avais monté les échelons. Aujourd'hui, si vous avez des gens vous avez les équipes présidentielles. Je dis aujourd'hui, de toute façon, tu es à droite. Bon, à droite, tu as les orléanistes, c'est Édouard Philippe, et tu as les bonapartistes, c'est Wauquiez. Alors tu choisis ce que tu veux, mais tu vas chez l'un ou chez l'autre, puis tu vas travailler en étant avocat pour lui et pour l'autre, puis le jour où il sera président, tu t'arrangeras pour être ministre. Mais c'est plus du tout, tu sois maire d'Amiens, et puis après tu vas être un énorme ministre de l'aménagement du territoire. Non, c'est plus ça, cette vie-là. Donc, oui, donc la question leader, ça revient toujours à la question de remise en cause du système politique qu'on est. Tout ça pour défendre la démocratie, parce que si vous raisonnez humainement, vous attirez pas des gens dans la politique. Il faut vraiment qu'il y ait... Nos citoyens et amis, de temps en temps, ils voudraient que le politique soit un moine. Ils travaillent gratuitement 3 ans, puis après on change. Sauf que ça s'apprend, ce métier. Bien sûr, on va voir un peu ce que c'est. Mais un maire, il a tout vu ce que c'est que la vie politique. Il a un jour été prévenir une famille qu'il y a un gamin qui avait eu un accident de moto dans la nuit. Il a tout vu. Alors, ce n'est pas les mêmes choses que vous voyez en Yvelines, mais vous voyez la même chose. Et quand vous êtes maire, vous savez les drames, vous savez en même temps les chances, vous savez les talents, vous savez tout ça. Et ben, nous, on a organisé une vie politique dans laquelle les maires ne peuvent plus participer au haut niveau. On les cantonne au niveau d'en bas. Donc il y a quelque chose qui ne va pas là. Et il faut qu'il n'y ait pas de maire à l'Assemblée nationale. Alors en plus, il y a une vérité qu'on ne dit pas, parce que les politiques ne disent pas non plus, mais c'est qu'on perd très vite pied. Vous lâchez un mandat, un an après, vous êtes quand même un peu décroché. Vous savez faire semblant que vous connaissez. Moi, je suis encore capable de vous faire semblant que je connais bien les problèmes des présidents de région. Mais ça fait un moment que je ne suis plus président de région et je peux vous dire que ça a quand même beaucoup changé. Et donc, il faut bien savoir que ce qu'il nous faut aujourd'hui dans l'Assemblée nationale, il nous faut des maires. Donc, tout ça pour dire que la politique doit revoir son attractivité, mais par sa qualité, par sa capacité à se changer elle-même. Si elle ne se change pas, il ne faut pas qu'elle aille piquer des talents pour les affaiblir. Je me lève. Autre question? Bonjour à tous, mais bonjour Monsieur le Président. Moi j'avais une question en fait qui était liée à l'actualité politique et le renouveau démocratique. On a évoqué il y a quelques semaines le Conseil national de la refondation. Est-ce que selon vous, ça peut nous projeter en fait dans une nouvelle ère démocratique et faire société? Voilà, ça c'est la première question. Et puis je voulais aussi revenir peut-être un peu sur le rapport de force Russe-Chine. Est-ce que la Chine n'a pas intérêt en fait à miser sur l'écroulement économique de la Russie?
On terminera avec cette question et Jean-Pierre va rester avec nous pendant la pause tout à l'heure. Jean-Pierre. La première question, je suis parti sur la seconde tout de suite. La première, c'était... Ah oui. Je pense que c'est très important de refonder. Comme je crois qu'il faut garder les gaullistes avec nous, je ne parle pas de 6e République. Mais je pense que notre République, elle est un peu fatiguée quand même là. Et il faudrait quand même la renouveler parce qu'on est un peu au bord d'un certain nombre d'explosions. Et donc, il faut quand même qu'on redistribue un peu les choses. Donc la refondation, je crois que c'est très bien. Je ne suis pas sûr qu'annoncer comme ça dans un discours électoral à un moment ou à un autre, c'est le meilleur moyen de donner de la puissance à l'idée. Mais je pense qu'il faut faire ça. Il faut faire ce travail, je vous le disais, parce qu'il faut repenser la décentralisation. La décentralisation, pour moi, en 2 mots, c'est la gestion de la distance, parce qu'il faut de temps en temps des capacités à être plus loin du terrain pour définir des lignes d'avenir et des moyens, puisqu'il faut faire des arbitrages, mais c'est en même temps la proximité. Il faut être très proche. Donc aujourd'hui, il ne faut pas 2 échelons par préoccupation. Il nous faut un échelon de distance et un échelon de proximité. Un échelon de distance, bon, département et région, pour moi, finalement, il faudrait revenir à un système qui était le système Debré, d'ailleurs, au départ, c'est-à-dire, on voit bien qu'avec 13 régions, aujourd'hui, elles sont très grandes, mais donc, moi, je verrais bien 50 départements-régions. C'est-à-dire, on fait grandir les départements et on fait baisser la région. Et on n'a qu'une seule structure qui s'occupe de l'harmonisation des moyens. Et on a, avec la ville ou la communauté urbaine, et on a le pôle de proximité. Et on n'a que 2 pôles. Un qui gère tout ce qui est proximité, l'autre qui gère la recherche scientifique, là où il faut des arbitrages de distance. Parce qu'à avoir plusieurs acteurs de proximité, plusieurs acteurs de distance, je pense que là, il faut, en tout cas, c'est des réflexions qu'il faudrait avoir. Russie-Chine, Jean-Pierre. Hein? Pour la Russie-Chine, deuxième question. C'est que tu es pressé, toi, oui. Donc... Alors, on resterait bien avec toi beaucoup plus longtemps. Donc tout ça, la refondation. Mais alors, juste un dernier point. Je ne crois pas qu'il faille une commission. L'idéal, ce serait de prendre 10 députés, 10 sénateurs. Il faut travailler avec le Parlement. Et là, on est en train de court-circuiter les gars qui sont élus pour ça. Donc, on prend 10 députés ou 10 sénateurs et on fait un groupe. Mais d'aller chercher... Et après, il faut qu'ils ouvrent la société, qu'ils écoutent, qu'ils ça. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on donne à notre Parlement des responsabilités. Si quand ça devient important, on crée quelque chose à l'extérieur du Parlement, les Français diront, le Parlement, ça ne sert à rien. Pourquoi aller voter pour un parlementaire si ça ne sert à rien? Donc là, il faut avoir un peu de cohérence. Russie-Chine. Je ne crois pas, en effet, que les intérêts de la Russie et de la Chine soient tout à fait communs. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, la Chine souhaite l'affaiblissement de la Russie. Parce qu'aujourd'hui, la Chine est obsédée par son rapport de force avec les États-Unis. Et donc, elle cherche des alliés. Et si même, par exemple, pour apaiser la tension de l'Inde, parce qu'au fond, quand vous discutez avec des Chinois ou des Indiens, ils disent tous que tout va bien. Mais enfin, vous regardez quels sont les meilleurs amis des Chinois, c'est les ennemis des Indiens, c'est le Pakistan. Donc ils sont aujourd'hui en vraie rivalité, et des rivalités de territoire et des vérités stratégiques et des craintes de puissance. Et donc, dans cette affaire, la Chine a besoin de la Russie a besoin de la Chine. La Chine reste assez modérée, elle ne livre pas d'armes à la Russie pour le moment, mais enfin, elle participe au soutien politique du camp, parce que Poutine est en train de rassembler un camp, et la Chine participe à ce camp. Donc, je ne crois pas qu'elle soit dans la stratégie pour le moment de vouloir affaiblir. Ils ont des rivalités, et c'est clair que dans la route de la soie, il y a parlé à l'Asie centrale, et l'Asie centrale, c'est travailler la frontière avec la Russie, entre la Chine et la Russie. Donc, c'est un élément de respect par le rapport de force. Les Chinois travaillent sur le rapport de force. Ce qu'on appelle le potentiel de situation. Le vrai général, le bon général chinois, c'est celui qui gagne la guerre sans avoir à la livrer. C'est-à-dire qu'il crée le rapport de force et il gagne avant la guerre devient inutile, mais parce qu'il a gagné. Donc il ne faut pas douter de la volonté de la Chine d'avancer, mais pas par la guerre, par le rapport de force. Et donc son rapport de force, elle a besoin de tout ça. La grande question aujourd'hui, c'est est-ce que, de mon point de vue, Xi Jinping sort de la tradition chinoise. Xi Jinping a fait, du point de vue de la tradition chinoise, du point de vue de Confucius, du point de vue de l'histoire, il a fait une faute. Et beaucoup de jeunes le lui reprochent, notamment les jeunes qui ont été formés aux États-Unis, qui sont très nombreux.
vous avez une association des diplômés de MBA des États-Unis, ils sont 300 millions. C'est quelque chose sur, c'est quand même, c'est massif. Hein. Donc il y a quelque chose qui est très important, la formation, tout ça. Et donc ces gens-là, ils sont dans la situation où la faute dans la pensée traditionnelle chinoise, c'est de faire peur à l'autre. L'autre, on le bouffe sans lui faire peur. Je suis caricatural en disant le bouffe, je ne devrais pas dire ça, je l'enlève. Mais on le domine sans lui faire peur. Et ces jeunes-là, ils étaient tout contents de grignoter les États-Unis, ils grignotaient doucement, doucement, à leur rythme, et sans que ça fasse mal, mais ils voulaient que ça continue. Et là, qu'est-ce qu'a fait avec les routes de la soie? Qu'est-ce qu'a fait Xi Jinping? Il s'est comporté, on parlait de leadership, comme un leader international. Il a fait de la communication, il a fait des livres, il a fait des voyages, il a son grand projet, il a son plan Marshall. C'est-à-dire qu'il a parlé le langage de l'Occident. Les routes de la soie, c'est le langage de l'Occident. C'est le grand projet, le plan Marshall. C'est de mobiliser les infrastructures et tout ça. C'est tout à fait notre langage. Et donc, il s'est mis dans notre position pour sa propre puissance. Mais se mettant dans cette position, il a fait peur à l'Occident. Et le langage, Xi Jinping dit, Trump nous a déclenché la guerre économique. Mais en fait, les jeunes Chinois souvent disent, attention, c'est nous qui avons déclenché la guerre parce que nous avons fait peur à nos partenaires que nous sommes supposés dominer. Et donc, par rapport à la pensée chinoise, où on avance sans faire de bruit, on traverse la rivière, en tâtant les pierres, disait Deng Xiaoping, on y va doucement, mais on y va. Là, c'était les gros sabots. Hein. Voilà, donc, ils sont dans une situation. Donc, je pense que la situation aujourd'hui, pour nous, c'est de considérer Poutine comme, certes, l'agresseur et toute la fermeté contre l'agresseur, mais aussi le voisin. Et ça, je partage complètement la stratégie du président de la République. Il y a deux choses pour lesquelles je trouve que Macron a bien travaillé sur le plan international. C'est un, quand il reçoit Xi Jinping, il le reçoit à l'Élysée pour une réunion bilatérale France-Chine en présence de Merkel. Que les Chinois sachent que notre vrai rapport de force, ce n'est pas la France seulement, c'est France-Allemagne. Et là, à nous deux, sur le plan économique et sur le plan stratégique, on fait continent. Donc, il ne faut pas oublier les autres. Il faut travailler. C'est bien d'emmener l'Italie aussi et la Roumanie quand on va en Ukraine. Mais il faut penser que notre rapport de force, c'est le franco-allemand. Et là, quand il reçoit ça, c'est très fort. Et puis la deuxième chose, c'est quand il dit, malgré toutes les difficultés, il soutient l'Ukraine, mais il reste en contact avec Poutine. Parce que de toute façon, la paix, on ne la fait pas sans parler avec l'adversaire, y compris quand l'adversaire est le voisin. Et de toute façon, on n'a pas de sécurité à l'Est s'il n'y a pas un dialogue avec Poutine, à un moment avec la Russie plus qu'avec Poutine. Mais nous devons faire en sorte qu'on ait cette possibilité un jour d'avoir la paix à l'Est de l'Europe. Un nouvel Helsinki 75, là où on avait eu cet accord de paix qui avait donné de la sécurité à l'Europe et qui nous avait permis d'avancer, car sans sécurité, il n'y a pas de progrès possible. Leader pour la paix, Jean-Pierre Raffarin, passionnant. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre, notre invité d'honneur qui nous fait une déclaration d'amour. Un petit que je t'aime avant de se quitter peut-être. Tu veux pas, hein? Jean-Pierre. Jean-Pierre, enfin, Jean-Pierre, tu restes avec nous. Et encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation du groupe IGS pour être notre invité d'honneur de cette édition 2022 de DPA.